À un moment silencieux de notre vie, presque toujours invisible aux autres, chacun atteint un point de rupture qui ne fait aucun bruit, ne laisse aucune trace physique et ne figure pas sur les calendriers, mais qui redéfinit complètement le cours de notre histoire. C'est l'instant où l'on échoue, où l'on doute, où l'on se compare aux autres, où l'on perd, où l'on se sent inadéquat, où l'on se demande simplement pourquoi les autres semblent avancer tandis que l'on reste bloqué. Et c'est là, inconsciemment, qu'une force plus puissante que le talent, plus durable que la motivation et plus décisive que les circonstances s'active, l'état d'esprit. Carol S. Dweck a consacré des décennies à observer ce point précis, ce carrefour intérieur où certains reculent devant le défi et d'autres, même avec peur, se développent, où certains interprètent l'échec comme une condamnation et d'autres comme un signe, où une même difficulté engendre l'abandon ou la croissance selon le récit que l'esprit choisit de se raconter. Il ne s'agit pas d'une lutte moderne, ni de l'apanage d'une élite, c'est un besoin universel, quotidien et profondément humain, le besoin de se sentir à la hauteur, de protéger son identité, d'éviter le jugement, d'éviter d'être exposé. Des salles de classe aux salles de réunion, des relations intimes au stade, nous vivons prisonniers d'un récit invisible qui nous définit et limite notre potentiel, un récit qui semble être une vérité absolue, mais qui n'est en réalité qu'une croyance acquise. Le monde actuel, obsédé par les résultats immédiats, les étiquettes, les classements et la réussite visible, amplifie cette tension, le talent naturel est célébré, l'échec public est redouté et le confort est confondu avec la sécurité, tandis que des millions de personnes abandonnent leurs rêves non par manque de capacité, mais par peur de découvrir leurs propres limites. Ce livre est important aujourd'hui car il nomme l'innommable, il révèle que ce ne sont pas les individus qui échouent, mais les mentalités, que l'intelligence ne stagne pas, mais plutôt son interprétation, que le plus grand obstacle n'est généralement pas extérieur, mais une voix intérieure qui murmure que le changement est dangereux, que l'effort nous expose, qu'apprendre signifie admettre son ignorance. À ce point de rupture invisible, personne n'est condamné, mais personne n'est à l'abri par défaut. Chaque expérience, chaque critique, chaque défi est un carrefour silencieux où nous choisissons, souvent inconsciemment, entre protéger une identité figée ou en construire une nouvelle. La proposition de Dweck n'est ni un optimisme naïf ni un développement personnel superficiel, c'est une invitation radicale à repenser notre rapport à nous-mêmes, à l'apprentissage et au temps, à comprendre que le véritable succès ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle on y parvient, mais à notre volonté de nous transformer tout au long du chemin. Ce récit commence là, dans cet instant intime où personne n'applaudit ni ne nous observe, mais où nous décidons si la vie sera une défense constante de ce que nous croyons être, ou une exploration sans fin de ce que nous pouvons encore devenir. Pendant une grande partie de leur vie, les êtres humains agissent non pas en fonction de ce qu'ils peuvent devenir, mais en fonction de ce qu'ils croient être déjà. C'est dans cette différence subtile, mais profonde, que réside le destin de leur développement. Croire est une affirmation statique, devenir est un processus vivant. Carol S. Dweck a observé que la plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité, mais plutôt par fidélité inconsciente à une identité qu'il faut défendre à tout prix. Dès l'enfance, notre environnement nous apprend à nous définir par des étiquettes, intelligent, maladroit, talentueux, moyen, performant, inadéquat, chacune d'elles fonctionnant comme une cage élégante qui promet la sécurité en échange de la stagnation. Quand on croit que sa valeur est liée à une caractéristique fixe, chaque défi devient une menace, chaque erreur la preuve que l'étiquette pourrait s'effondrer. À l'inverse, devenir implique d'accepter que l'identité n'est pas un objet à posséder, mais une construction qui évolue avec le temps. Cette distinction redéfinit complètement notre rapport à l'effort, à la critique et à l'apprentissage. Dweck a démontré que ceux qui fonctionnent avec un état d'esprit fixe sont obsédés par l'apparence de la compétence, tandis que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance se concentrent sur le développement de leurs compétences, même lorsque le processus est inconfortable, lent ou incertain. Dès lors, une vérité dérangeante se dégage, beaucoup disent vouloir s'améliorer, mais en réalité, ils cherchent seulement à confirmer leurs propres croyances, ils recherchent des situations où ils peuvent gagner sans prendre de risques, être félicités sans relever de défis, progresser sans se transformer. Devenir, en revanche, exige de renoncer à l'illusion du contrôle total, d'accepter des périodes d'incompétence consciente et de comprendre que la valeur personnelle ne diminue pas face à la difficulté, mais se révèle au contraire dans la façon dont on y réagit. L'état d'esprit de croissance ne nie pas les différences individuelles et ne promet pas de résultats garantis, il offre quelque chose de plus puissant et de plus authentique, la conviction que les capacités humaines se développent grâce à l'engagement, à des stratégies appropriées et à une persévérance éclairée. Dans ce cadre, les erreurs cessent d'être un verdict et deviennent des informations,
l'effort cesse d'être un signe de faiblesse et devient une preuve d'engagement, et le temps cesse d'être un ennemi et se transforme en un allié discret. Dweck a observé que lorsqu'une personne se définit par ce qu'elle croit être, elle limite automatiquement les décisions qu'elle est prête à prendre, elle évite les défis, se compare aux autres de manière défensive et choisit des voies qui protègent son image, même si cela diminue son potentiel. À l'inverse, celles et ceux qui s'autorisent à évoluer choisissent des défis qui développent leur potentiel, écoutent les critiques sans s'effondrer et comprennent que l'excellence n'est pas une qualité innée, mais une pratique constante. Ce changement ne se produit ni de façon spectaculaire ni instantanément, il s'opère dans les micro-décisions quotidiennes, dans la façon dont on interprète une mauvaise note, une évaluation négative, un projet raté ou une comparaison défavorable. Chaque interprétation renforce un discours intérieur, soit cela démontre qui je suis, soit cela montre ce que je peux améliorer. La différence semble sémantique, mais son impact est existentiel. Devenir, ce n'est pas nier ses limites actuelles, mais les affronter de front sans les laisser définir son identité, c'est comprendre que le soi n'est pas un point fixe sur une carte, mais un cheminement. Dweck insiste sur le fait que la véritable confiance ne découle pas de la certitude d'être parfait, mais de la confiance en sa capacité d'apprendre, et c'est cette confiance qui permet de traverser l'inconfort sans abandonner. Dans un monde qui récompense l'apparence du talent et punit la vulnérabilité, choisir de devenir est un acte de rébellion silencieux, c'est opter pour le processus quand personne n'applaudit, pour l'apprentissage quand rien n'est garanti, pour la croissance quand l'ego préférerait la stagnation. La différence entre croire et devenir n'est ni philosophique ni abstraite, elle est pratique, quotidienne et cumulative, et elle détermine si une vie sera une répétition polie de ce que l'on sait déjà faire, ou une expansion continue vers des territoires qui, au départ, semblaient inaccessibles. Les erreurs, ces événements que la plupart des gens tentent de dissimuler, de minimiser ou de justifier, constituent en réalité l'un des mécanismes les plus précis de la croissance humaine, bien que rarement perçu comme tel. Carol S. Dweck a révélé que ce n'est pas l'échec en lui-même qui définit le progrès, mais plutôt son interprétation émotionnelle et cognitive. C'est dans cet espace invisible que se décide si une personne avance ou régresse. Dans un état d'esprit fixe, les erreurs sont une menace directe pour l'identité, une preuve d'inadéquation, une marque qui semble dire « tu n'es pas à la hauteur » et sont donc évitées, niées ou passées sous silence. Dans un état d'esprit de croissance, en revanche, les erreurs sont un message, une carte imparfaite indiquant quelle stratégie n'a pas fonctionné et laquelle pourrait être essayée ensuite. Cette différence transforme complètement l'expérience d'apprentissage, car lorsque les erreurs cessent d'être personnelles, l'apprentissage cesse d'être douloureux. Dweck a observé que les personnes qui progressent le plus ne sont pas celles qui font le moins d'erreurs, mais celles qui consacrent le plus de temps à les reconnaître consciemment, à les analyser sans honte ni drame, en comprenant que chaque échec recèle des informations que le succès ne pourrait jamais offrir. Pourtant, le monde moderne nous conditionne à faire exactement le contraire, il punit l'erreur publique, ridiculise les tentatives infructueuses et glorifie le résultat final sans montrer le processus, créant ainsi des générations qui confondent erreur et échec et dévalorisation. Dans ce contexte, le potentiel humain est amoindri non par un manque de talent, mais par la peur de se tromper devant les autres et, pire encore, devant soi-même. Le pouvoir insoupçonné de l'erreur se révèle lorsqu'une personne parvient à garder son sang-froid face à une erreur, sans fuir ni se figer, laissant l'expérience l'enrichir plutôt que de la définir. Dweck a démontré que lorsque l'erreur est perçue comme une étape naturelle de l'apprentissage, le cerveau reste flexible, curieux et actif, tandis que lorsqu'elle est perçue comme un jugement définitif, la défensive, la rigidité et l'évitement s'activent. Ce schéma se répète dans tous les domaines de la vie, à l'école, en entreprise, dans les relations, dans la créativité, là où règne la peur de l'échec, la stagnation s'installe, et là où l'on s'autorise à se tromper, l'évolution se fait discrètement. Accepter l'échec ne signifie pas le célébrer ni le rechercher de manière irresponsable, mais plutôt comprendre sa fonction biologique et psychologique comme signal d'adaptation, c'est reconnaître que toute compétence complexe se construit par des tentatives imparfaites, un retour d'information constant et un perfectionnement progressif. Dweck a démontré que même la manière dont les éloges sont formulés influence cette dynamique, louer l'intelligence ou le talent renforce la peur de l'échec, louer l'effort, la stratégie et la persévérance, en revanche, normalise l'échec comme une étape du parcours. Ainsi, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un allié certes inconfortable, mais honnête. Une maturité particulière se manifeste chez ceux qui savent regarder leurs erreurs sans les dramatiser ni les idéaliser, en comprenant qu'elles ne définissent pas leur identité,
mais plutôt ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Cette maturité libère une énergie considérable auparavant emprisonnée dans la défense de l'ego. En ce sens, les erreurs forgent non seulement des compétences, mais aussi le caractère. Elles enseignent la patience, l'humilité, la résilience et l'esprit critique. Dweck insistait sur le fait que la différence entre ceux qui atteignent des niveaux de performance extraordinaires et ceux qui échouent ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans la rapidité avec laquelle ils en tirent des leçons et recommencent. Le pouvoir insoupçonné des erreurs réside dans leur capacité à forcer l'esprit à sortir de sa routine, à remettre en question ses idées reçues, à adapter ses méthodes et à progresser. Lorsque la peur de se tromper disparaît, l'audace d'essayer émerge, et avec elle, la réelle possibilité de transformation. En fin de compte, une vie qui apprend à tirer profit de ses erreurs ne se définit pas par l'absence d'échecs, mais par la capacité à transformer chaque faux pas en une base plus solide pour aller de l'avant. Trop longtemps, l'effort a été perçu à tort comme un signe d'insuffisance, comme la preuve silencieuse que le talent naturel ne suffit pas. Cette idée profondément ancrée a érodé le potentiel d'innombrables personnes avant même qu'elles ne découvrent leurs capacités. Carol S. Dweck a identifié l'un des pièges les plus subtils d'une mentalité fixe, croire que si quelque chose demande de l'effort, c'est qu'on manque des compétences nécessaires, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. L'effort n'est pas un défaut du processus, il est le processus lui-même qui se manifeste, et comprendre cela transforme radicalement notre rapport à l'apprentissage, au travail et à l'ambition. Dans une mentalité fixe, l'effort n'est toléré que jusqu'à un certain point, car il menace le récit de la facilité qui protège l'identité. Dans une mentalité de croissance, l'effort est un signe d'engagement, la preuve que la personne exploite pleinement ses capacités actuelles, là où se produit le véritable développement. Dweck a observé que ceux qui évitent l'effort n'évitent pas la fatigue, ils évitent la possibilité de découvrir qu'ils ne maîtrisent pas encore quelque chose, et cette peur les maintient prisonniers de zones de confort qui se rétrécissent sans cesse. L'effort, vu sous cet angle nouveau, n'est pas une lutte contre soi-même, mais une collaboration avec le processus de devenir, c'est le langage par lequel le cerveau se réorganise, les compétences s'affinent et une confiance authentique se construit. Dans un monde qui idolâtre le talent précoce et la facilité apparente, l'effort a été injustement dévalorisé, créant l'illusion que le succès devrait être naturel, fluide et constant, alors que la réalité de la croissance humaine est inégale, exigeante et profondément transformatrice. Dweck a démontré que les personnes qui atteignent des niveaux d'excellence constants ne sont pas celles qui évitent l'effort, mais celles qui l'intègrent comme une partie naturelle de leur identité sans en faire un fardeau émotionnel. Ce changement est crucial car lorsque l'effort cesse d'être interprété comme un signe de faiblesse, la honte associée à l'apprentissage lent, à la pratique délibérée et à la répétition consciente disparaît. L'effort, bien compris, n'est ni épuisement aveugle ni sacrifice inutile, il s'agit de stratégie, d'attention et de persévérance éclairée, la volonté d'adapter sa méthode lorsqu'elle ne fonctionne pas et de continuer même lorsque les progrès ne sont pas immédiatement visibles. Dweck a souligné que valoriser l'effort ne signifie pas se contenter de n'importe quel résultat, mais plutôt reconnaître la valeur du processus qui développe la capacité d'obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Lorsqu'une personne apprend à valoriser l'effort, elle développe une relation plus saine avec le temps, comprenant que la maîtrise profonde ne s'acquiert pas dans la précipitation et que l'impatience est souvent une forme de peur. L'effort agit également comme un filtre naturel, il révèle quels objectifs sont alignés sur un engagement véritable et lesquels ne sont motivés que par un désir de validation extérieure. Ceux qui ne recherchent que des résultats rapides abandonnent lorsque l'effort s'intensifie, ceux qui en comprennent le rôle persévèrent, s'adaptent et continuent. En ce sens, l'effort ne développe pas seulement des compétences, il forge le caractère, car il nous apprend à endurer l'inconfort sans abandonner et à trouver un sens dans les progrès invisibles. Dweck a démontré que lorsque l'effort se normalise, la comparaison avec autrui perd de son influence, car l'attention se détourne des performances des autres pour se concentrer sur son propre processus d'amélioration. L'effort, envisagé comme un chemin, nous libère de la tyrannie du talent perçu et nous redonne le contrôle de l'action délibérée. Une vie qui valorise l'effort ne se définit pas par l'absence de difficultés, mais par la volonté constante de les surmonter, en comprenant que chaque étape exigeante n'est pas la preuve d'une incapacité, mais un signe indéniable de progression continue. La culture contemporaine a construit un récit séduisant et dangereux autour du talent, le présentant comme une force quasi mystique expliquant la réussite et nous dispensant de tout effort. Dans cette illusion moderne, l'une des vérités les plus importantes que Carol S. Dweck a si clairement formulées se perd, le talent sans discipline est non seulement insuffisant, mais aussi fragile.
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à admirer la facilité, à applaudir ceux qui excellent sans préparation apparente et à supposer que l'excellence est innée, non acquise. Cette croyance crée une division silencieuse entre ceux qui se sentent doués et ceux qui se résignent à observer de loin. Or, Dweck a démontré que cette division est artificielle et profondément limitante, car le talent initial ne prédit pas une grandeur durable, contrairement à la discipline consciente. La grande illusion moderne consiste à croire que le talent garantit le succès et que la discipline n'est qu'un complément facultatif, alors qu'en réalité, la discipline est le système qui permet à toute capacité, aussi modeste soit-elle au départ, de se développer de manière constante. Le talent peut ouvrir une porte, mais c'est la discipline qui permet de parcourir les longs couloirs obscurs et répétitifs menant à la véritable maîtrise. Dans un état d'esprit fixe, le talent devient une identité à protéger, toute difficulté menace l'image de facilité, et par conséquent, les défis susceptibles de révéler des imperfections sont évités. Dans un état d'esprit de croissance, le talent n'est qu'un point de départ, une variable parmi d'autres dans un processus qui repose sur les habitudes, la concentration et la persévérance. Dweck a observé que de nombreuses personnes initialement très talentueuses abandonnent prématurément, non pas par incapacité à continuer, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à apprivoiser l'inconfort de la discipline. Lorsque la facilité disparaît, elles interprètent le défi comme le signe qu'elles ne sont plus exceptionnelles. Cette illusion est renforcée par un environnement qui idéalise le génie spontané et occulte les années de pratique délibérée qui sous-tendent toute réussite extraordinaire. La discipline, en revanche, est rarement célébrée, elle est discrète, répétitive et peu prestigieuse, mais c'est précisément cette constance qui transforme l'aptitude en compétence et la compétence en maîtrise. Dweck insistait sur le fait que la discipline n'est ni rigidité ni sacrifice aveugle, mais une forme d'intelligence appliquée au comportement quotidien, une structure qui protège l'intention malgré les fluctuations de la motivation. Comprendre cela libère du mythe paralysant du talent, car cela redonne le pouvoir à ce qui est sous notre contrôle, le choix quotidien de pratiquer, d'apprendre et de s'adapter. Cette grande illusion moderne engendre également de l'anxiété, car ceux qui se croient talentueux ont le sentiment de devoir constamment le prouver, tandis que ceux qui n'y croient pas pensent que leurs efforts ne seront jamais suffisants. Les uns comme les autres sont prisonniers d'un discours qui les prive de la possibilité de progresser régulièrement. L'état d'esprit de croissance brise ce piège en redéfinissant le succès non comme une confirmation du talent, mais comme la conséquence cumulative d'une discipline bien orientée. Dans ce cadre, le talent cesse d'être une excuse pour la complaisance ou la résignation et devient une ressource flexible qui peut être développée au fil du temps. Dweck a démontré que lorsque les individus comprennent cette relation, leur comportement change profondément, ils recherchent le feedback plutôt que les applaudissements, privilégient le processus à l'apparence et développent une résilience qui ne dépend pas des résultats immédiats. La discipline agit aussi comme un égalisateur silencieux, permettant à des personnes d'horizons différents de converger vers l'excellence grâce à une pratique soutenue. Dans un monde qui promet des raccourcis et des solutions miracles, embrasser la discipline comme voie à suivre est un acte à contre-courant qui exige patience et humilité, mais offre en retour une liberté profonde, celle de ne pas dépendre d'une identité figée, de ne pas vivre dans l'ombre d'un don supposé et de construire sa valeur par des actions répétées et conscientes. En déconstruisant la grande illusion moderne du talent, Dweck ne prive pas l'humanité d'espoir, mais le restaure sous une forme plus solide et authentique, nous rappelant que la grandeur n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une possibilité cultivée au quotidien par la discipline qui soutient la progression lorsque la magie apparente s'estompe. L'état d'esprit influence non seulement la performance individuelle, mais agit aussi comme une force silencieuse qui détermine la qualité des relations, l'efficacité du leadership et le véritable sens de l'éducation. Carol S. Dweck a démontré que lorsqu'un état d'esprit fixe prévaut, les liens humains deviennent fragiles, défensifs et conditionnels. Dans les relations personnelles, un état d'esprit fixe transforme les conflits en menaces à l'identité, poussant les individus à chercher à avoir raison plutôt qu'à comprendre, à protéger leur ego plutôt qu'à renforcer les liens. Chaque désaccord est vécu comme une preuve d'incompatibilité, et chaque erreur de l'autre comme la confirmation de l'imitation permanente. À l'inverse, un état d'esprit de croissance nous permet de considérer les relations comme des systèmes vivants qui nécessitent un apprentissage mutuel, une adaptation constante et une volonté d'évoluer ensemble, en comprenant que la profondeur des liens ne naît pas de la perfection, mais de la capacité partagée à progresser malgré les frictions. Dweck a observé que cette différence est particulièrement visible dans le leadership, où les leaders à l'état d'esprit fixe ont tendance à s'entourer de personnes qui ne les remettent pas en question, évitent les critiques et confondent autorité et infaillibilité,
créant ainsi des environnements où l'innovation est étouffée et la peur de l'échec normalisée. À l'inverse, les leaders dotés d'un état d'esprit de croissance comprennent que leur rôle n'est pas de démontrer leur supériorité, mais de cultiver le potentiel. Ils recherchent des talents diversifiés, encouragent un retour d'informations honnêtes et créent des environnements où l'erreur est perçue comme une étape de l'apprentissage collectif, et non comme une sanction. Dans ces contextes, les individus ne cherchent pas à préserver leur image, mais à développer leurs compétences, ce qui se traduit non seulement par de meilleures performances, mais aussi par une confiance partagée accrue. L'éducation, l'un des domaines les plus étudiés par Dweck, illustre clairement l'impact de l'état d'esprit sur le développement humain. Lorsque le système éducatif se concentre sur les notes, les comparaisons et les étiquettes, il apprend aux élèves à mesurer leur valeur par des résultats statiques, renforçant ainsi la peur de l'échec et le refus de relever des défis. En revanche, une approche pédagogique fondée sur un état d'esprit de croissance met l'accent sur le processus, la stratégie et la persévérance, aidant les élèves à développer une relation saine avec l'apprentissage qui s'étend au-delà de la salle de classe. Dweck a démontré que les élèves qui croient en leur capacité à développer leur intelligence réagissent mieux aux difficultés, se remettent plus rapidement de leurs échecs et conservent leur curiosité même face à des tâches complexes. Cette perspective redéfinit le rôle de l'éducateur, qui passe de juge de talent à guide du développement, apprenant aux élèves à penser, à tirer des leçons de leurs erreurs et à faire confiance au processus. Dans les relations professionnelles et personnelles, un état d'esprit de croissance modifie également la façon dont le feedback est donné et reçu. Au lieu d'être perçu comme une attaque, il est considéré comme un outil d'amélioration, réduisant la défensive et renforçant la collaboration. Dweck a démontré que les cultures organisationnelles les plus saines ne sont pas celles sans conflit, mais plutôt celles où le conflit est géré comme une opportunité d'apprentissage, et non comme une menace pour le statut. Un état d'esprit fixe, en revanche, engendre des dynamiques de pouvoir rigides, une compétition destructrice et un besoin constant de validation externe, érodant la confiance au fil du temps. Dans la sphère familiale, ces mêmes idées déterminent la manière dont le développement des enfants est soutenu, dont leurs erreurs sont abordées et quels messages implicites sont transmis concernant leurs valeurs personnelles. Valoriser le processus plutôt que le résultat, l'effort plutôt que la compétence, permet de construire des bases émotionnelles plus solides et flexibles. Dweck a souligné que l'état d'esprit n'est pas qu'une simple croyance intérieure, mais une culture qui se diffuse à travers le langage, les attentes et les réactions quotidiennes. Lorsqu'une communauté adopte un état d'esprit de croissance, les individus se sentent plus en sécurité pour expérimenter, exprimer leurs doutes et apprendre les uns des autres, créant ainsi un environnement où le développement collectif dépasse la somme des talents individuels. En définitive, l'état d'esprit détermine si les relations, le leadership et l'éducation deviennent des espaces de contrôle et de validation, ou des lieux d'épanouissement et de transformation continue. Ce choix tacite détermine non seulement la manière dont le succès est atteint, mais aussi le type d'êtres humains qui se forment au cours de ce processus. Loin d'être une fin en soi, l'échec est l'un des scénarios les plus révélateurs où notre état d'esprit se dévoile. Carol S. Dweck a démontré que ce n'est pas la chute elle-même qui définit une personne, mais plutôt le récit intérieur qu'elle en construit. Dans un état d'esprit fixe, l'échec est vécu comme une composante de l'identité, une preuve irréfutable d'inadéquation, tandis que dans un état d'esprit de croissance, il est interprété comme une expérience transitoire recelant des leçons essentielles pour se réinventer. Cette différence détermine la résilience, cette capacité apparemment intangible à se relever, à rectifier le tir et à persévérer, même lorsque le résultat est douloureux ou humiliant. Dweck a observé que les personnes résilientes ne sont pas insensibles à la douleur de l'échec, mais qu'elles entretiennent une relation différente avec lui, elles ne le nient ni ne le dramatisent, elles le traitent comme une information utile et l'intègrent à un récit d'apprentissage continu. Dans ce processus, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un maître exigeant mais honnête, qui nous oblige à revoir nos stratégies, nos attentes et nos croyances limitantes. La résilience ne découle pas d'une foi aveugle, mais de la conviction que la capacité d'apprendre demeure intacte, même après les erreurs les plus flagrantes. Dans un état d'esprit fixe, l'échec engendre le repli sur soi, la justification ou la recherche de coupables ou des stratégies qui protègent l'ego mais entravent le développement. Dans un état d'esprit de croissance, il favorise la réflexion, la recherche de retours d'informations et la volonté de réessayer avec une vision plus claire. Dweck a démontré que cette réactivité n'est pas innée, mais se développe par une pratique consciente, notamment dans des environnements qui normalisent l'échec comme une étape normale du processus humain. La renaissance personnelle survient lorsqu'une personne accepte que l'échec remette en question son identité sans la détruire,
lorsqu'elle s'ouvre à la possibilité de se redéfinir non pas malgré l'échec, mais grâce à lui. Cet acte exige du courage, car il implique de se défaire d'anciens schémas de pensée et d'accepter des périodes d'incertitude où l'ancien soi ne fonctionne plus et où le nouveau n'est pas encore clairement défini. Dweck a souligné que beaucoup de personnes restent bloquées non pas dans l'échec lui-même, mais dans une interprétation rigide de celui-ci, croyant qu'une expérience négative révèle une limitation permanente. La résilience authentique, en revanche, reconnaît que l'identité n'est pas figée et que chaque échec recèle le germe d'une version plus éclairée et adaptable de soi-même. Dans un monde qui glorifie la réussite continue et pénalise la vulnérabilité, l'échec peut être vécu comme une exclusion sociale. Or, Dweck a démontré que ceux qui apprennent à gérer cet isolement temporaire développent une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Se réinventer n'est pas un événement spectaculaire ni une transformation instantanée, c'est une série de petites décisions persistantes qui réorientent l'action vers l'apprentissage plutôt que vers l'autoflagellation. Ce processus redéfinit également notre rapport à la peur, qui cesse d'être un signal de danger et devient un indicateur de croissance potentielle. Dweck a observé que les personnes animées par une mentalité de croissance ne recherchent pas l'échec, mais ne l'évitent pas non plus au détriment de leur développement, elles comprennent que le risque calculé est une composante inévitable de tout parcours significatif. La résilience, en ce sens, n'est pas une résistance passive, mais une adaptabilité active, la capacité d'absorber l'impact, de réorganiser ses ressources internes et d'avancer à nouveau avec une conscience accrue. L'échec agit aussi comme un filtre, révélant quels objectifs sont en accord avec des valeurs profondes et lesquels reposent simplement sur des attentes extérieures. Grâce à lui, beaucoup découvrent ce qu'ils souhaitent vraiment construire. Dweck a souligné que la renaissance personnelle n'efface pas le passé, mais l'intègre, en utilisant les leçons accumulées comme fondement pour de nouvelles orientations. Une vie guidée par un état d'esprit de croissance ne promet pas l'absence d'échecs, mais elle garantit qu'aucun n'aura le dernier mot, car chaque chute devient une occasion de redéfinir son chemin, de renforcer sa résilience et d'en ressortir avec une compréhension plus profonde de ce que signifie grandir. Construire une vie axée sur la croissance n'est pas un but à atteindre, mais une orientation constante qui redéfinit notre manière de prendre des décisions, d'interpréter nos expériences et d'habiter notre temps. Carol S. Dweck a démontré que ce choix silencieux, répété jour après jour, est ce qui distingue une existence réactive d'une vie délibérément épanouie. Vivre avec un état d'esprit de croissance implique d'accepter que l'on n'est jamais complètement achevé, que le soi n'est pas une œuvre terminée mais un projet en constante évolution. Cette compréhension transforme notre rapport à l'ambition, à la peur et au sens de la vie. Au lieu de rechercher une sécurité absolue, ceux qui choisissent la croissance apprennent à vivre avec l'incertitude comme une composante naturelle du processus. Au lieu de s'accrocher à des identités rigides, ils développent une flexibilité intérieure qui leur permet de s'adapter sans perdre leur cohérence. Dweck a observé qu'une vie axée sur la croissance n'élimine pas les difficultés, mais en modifie la fonction. Les obstacles cessent d'être des signaux d'arrêt et deviennent des points d'ajustement qui guident l'apprentissage. Ce mode de vie exige une attention consciente au dialogue intérieur, car les croyances ne changent pas automatiquement, elles sont remises en question, redéfinies et affinées par la pratique quotidienne. Chaque fois qu'une personne fait face à un défi et choisit de se demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» plutôt que « Que cela révèle-t-il de moi ?» elle renforce une identité fondée sur l'évolution, et non sur la défense. Dweck a souligné que la croissance n'est pas seulement professionnelle ou intellectuelle, mais profondément humaine, elle se manifeste dans notre façon d'écouter, de demander de l'aide et de reconnaître nos limites temporaires sans les transformer en barrières permanentes. Une vie guidée par la croissance redéfinit également la notion de succès, en la déplaçant de la validation externe vers la cohérence interne entre les valeurs, les actions et l'apprentissage continu. Dans cette perspective, le progrès n'est pas toujours visible ni immédiat, mais il est cumulatif, et cette accumulation discrète forge une confiance plus solide que n'importe quelle réussite isolée. Dweck a démontré que ceux qui adoptent cette orientation développent une relation plus saine avec le temps, comprenant que leur propre rythme n'a pas besoin d'être constamment comparé à celui des autres, car l'accent est mis sur le chemin parcouru, et non sur la position actuelle. Cette perspective réduit l'anxiété de compétition et approfondit l'engagement, permettant ainsi d'investir son énergie dans ce qui compte vraiment. Construire une vie axée sur la croissance implique également la responsabilité, car cela élimine les excuses faciles fondées sur des limites perçues comme immuables et redonne du pouvoir à l'action délibérée. Cela ne promet pas que tout est possible, mais cela promet qu'il y a toujours place à l'amélioration de nos efforts. Dweck insistait sur le fait que cet état d'esprit n'est ni naïf ni excessivement optimiste, mais réaliste et exigeant,
car il reconnaît la difficulté du changement tout en choisissant de travailler sur ce qui est en notre pouvoir. Dans les décisions quotidiennes, cette orientation se traduit par le choix de défis stimulants plutôt que d'un confort illusoire, par la priorité donnée à l'apprentissage plutôt qu'aux apparences, et par la persévérance dans les efforts même en l'absence de reconnaissance. Une vie axée sur la croissance transforme également les relations avec autrui, car elle réduit le besoin de comparaison constante et ouvre la voie à une véritable collaboration. Lorsque notre propre progression ne dépend pas de la démonstration d'une supériorité, il devient possible de célébrer la progression des autres sans se sentir menacé. Dweck a montré que ce mode de vie crée un sentiment d'utilité plus stable, car le sens n'est pas lié à des résultats spécifiques, mais plutôt à un engagement continu envers le développement. Même dans les moments de stagnation ou de revers, un état d'esprit de croissance offre un point d'ancrage, la certitude que la capacité d'apprendre demeure. Construire cette vie ne requiert pas de grands gestes héroïques, mais plutôt de la constance dans les petits choix, votre réaction face à une erreur, votre façon d'accueillir les critiques, votre interprétation d'une journée difficile. Au fil du temps, ces choix façonnent une identité qui n'a pas besoin d'être défendue car elle est en constante évolution. En fin de compte, une vie axée sur la croissance ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à la profondeur avec laquelle on apprend à aller de l'avant, en comprenant que le véritable succès ne consiste pas à devenir quelqu'un d'immuable, mais à rester ouvert à une évolution continue. Au terme de ce parcours, il apparaît clairement que la décision qui bouleverse une vie est invisible, imprévue et ne suscite aucune reconnaissance immédiate. Pourtant, elle redéfinit chaque expérience future, la décision d'interpréter son propre potentiel face à l'adversité. Carol S. Dweck n'a pas proposé de solution miracle ni de vaine promesse de succès garanti, elle a offert quelque chose de plus profond et de plus durable, une perspective permettant d'appréhender la vie avec honnêteté et responsabilité. L'introduction évoquait une rupture invisible, et cette rupture se révèle désormais comme un choix constant entre la protection d'une identité rigide et l'engagement dans un processus de croissance vivant. Tout au long de ces leçons, il a été démontré que le talent sans discipline se fane, que les erreurs recèlent des enseignements précieux, que l'effort est le chemin et non un signe d'échec, que les relations, le leadership et l'éducation s'épanouissent ou s'effondrent selon l'état d'esprit qui les anime, et que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un terreau fertile pour la renaissance. Tout converge vers une vérité simple et exigeante, nul n'est figé dans ses certitudes, mais nul ne grandit sans intention. Un état d'esprit de croissance n'élimine ni la peur, ni la fatigue, ni le doute, mais il en transforme le sens, il en fait des compagnons inévitables du chemin plutôt que des obstacles insurmontables. Cette transformation ne s'opère pas du jour au lendemain, ni ne se maintient par une motivation passagère, elle se construit par la répétition silencieuse de choix intérieurs, comme la façon dont on se parle après une erreur, par la volonté d'apprendre quand il serait plus facile d'abandonner, par l'humilité d'accepter qu'il y a encore beaucoup à apprendre. La décision qui change tout est d'accepter que la valeur personnelle ne dépend pas de la démonstration de la perfection, mais de la capacité à cultiver sans cesse l'apprentissage. Dans un monde qui exige des certitudes immédiates et des résultats visibles, choisir la croissance est un acte de profonde patience, un engagement à long terme dans une culture de l'immédiateté. Ce choix nous libère de la tyrannie des étiquettes et redonne le pouvoir à l'action consciente, nous rappelant que le progrès authentique est rarement linéaire, mais toujours possible. Alors que ce parcours touche à sa fin, la question n'est plus de savoir si vous possédez suffisamment de talent, d'intelligence ou d'avantages, mais plutôt quelle histoire vous choisirez de raconter face au prochain défi, une histoire de limites immuables ou une histoire de possibilités en expansion. Car, en fin de compte, la vie ne répond pas à ce que l'on croit être, mais à ce que l'on est prêt à apprendre pour devenir. Et cette décision silencieuse et persévérante est ce qui change véritablement tout.